En une seule nuit, la rivière Sahel a cessé de couler, comme si un siècle d'histoire venait de se figer d'un coup. Alors que les données annonçaient un flux stable depuis 30 ans, Ibrahim Traoré a ordonné la fermeture totale d'une source vitale contrôlée par des entreprises étrangères. Ce geste brutal, paradoxalement présenté comme un acte de libération, soulève une question simple mais vertigineuse. Jusqu'où peut aller un pays pour reprendre ce qui lui appartenait déjà? Et si cette rupture, fulgurante et irréversible, annonçait un basculement pour toute l'Afrique? La décision de fermer la rivière Sahel n'a pas seulement déclenché un choc diplomatique, elle a aussi révélé l'ampleur des risques que le Burkina Faso acceptait d'assumer pour retrouver sa souveraineté. Dès les premières heures, les avertissements des capitales occidentales sont tombés. Sanctions possibles, crédits gelés, isolement accru. Mais derrière ce mur de pression, une promesse claire se dessinait: reprendre le contrôle total d'une ressource vitale, sans intermédiaire étranger. Ce dilemme, indépendance retrouvée ou crise profonde, est devenu l'enjeu central du pays. Pour le gouvernement, la fermeture marque le début d'une transition où chaque erreur pourrait coûter des années de stabilité. Pour la population, c'est l'espoir fragile d'un avenir où l'eau, l'énergie et les données ne seraient plus des atouts confisqués. Et si ce pari risqué devenait le premier modèle africain de reconquête des ressources naturelles? Là réside la véritable portée de l'acte, une tentative de redéfinir la place d'un petit pays au milieu d'un échiquier géopolitique qui ne l'a jamais épargné. Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré a secoué l'Afrique en annonçant la fermeture de la rivière Sahel. Cette rivière, qui avait alimenté des millions de personnes pendant des décennies, a soudainement cessé de couler, provoquant l'indignation des puissances étrangères et un choc profond dans la région. Mais derrière ce geste spectaculaire se cache une vérité beaucoup plus complexe. Le contrôle de cette rivière n'a jamais été pleinement entre les mains du Burkina Faso. En effet, pendant plus de 70 ans, des entreprises européennes et américaines avaient eu la main mise sur l'accès à l'eau, l'énergie et les données climatiques essentielles à la gestion de cette ressource. L'audit effectué par les autorités burkinabées a révélé des chiffres stupéfiants. Plus de 70% de l'eau de la rivière Sahel était destinée à des intérêts étrangers, principalement pour l'irrigation et la production d'énergie industrielle. De plus, les données climatiques, essentielles à la gestion de l'eau, étaient contrôlées par une société privée basée en Europe. Ces révélations ont non seulement montré l'ampleur de la dépendance du pays, mais ont également mis en lumière des accords secrets datant de 1947, cédant des droits de gestion à des entités étrangères sans consultation ni bénéfice direct pour la population locale. Le Burkina Faso vivait sous la tutelle invisible de puissances extérieures, et les conséquences de cette exploitation étaient visibles dans chaque village et chaque champ irrigué par la rivière. En prenant cette décision radicale, Ibrahim Traoré a décidé de briser ce cycle. Ce n'était pas simplement une coupure d'eau, mais une coupure symbolique avec un passé où l'indépendance de la nation était une illusion. La question qui se posait alors était: cette rupture serait-elle le catalyseur d'un renouveau ou le début d'une crise incontrôlable? Ibrahim Traoré n'est pas un président ordinaire. Il incarne un renouveau audacieux dans un pays accablé par des décennies de domination étrangère et de contrats inéquitables. À peine élu, il s'est lancé dans un défi de taille: redonner à son peuple le contrôle de ses ressources naturelles, à commencer par l'eau. La décision de fermer la rivière Sahel le 10 octobre 2025 a été une réponse directe à un héritage colonial encore présent dans la gestion des ressources du pays. Depuis son arrivée au pouvoir, Traoré a démontré qu'il n'hésiterait pas à prendre des décisions difficiles, quitte à affronter la communauté internationale. Ce geste radical de fermer une rivière vitale pour le pays n'était pas seulement une question d'eau.
mais un acte de réaffirmation de souveraineté. Sous sa direction, le Burkina Faso ne se contentait plus de chercher des solutions temporaires, mais voulait mettre fin à une dépendance héritée de l'époque coloniale. Le geste a immédiatement renforcé son image de leader audacieux, déterminé à défier les grandes puissances économiques. Cependant, les répercussions ont été immédiates. L'indignation des puissances européennes et américaines n'a pas tardé à se manifester, dénonçant une tentative de sabotage. Mais à l'intérieur du pays, Traoré était accueilli en héros. Les manifestants sont descendus dans les rues, non seulement pour célébrer le geste, mais pour marquer la fin d'un long cycle de soumission. Traoré, plus que jamais, était un homme d'action, porteur de l'espoir de millions de Burkinabés qui croyaient en la promesse de cette nouvelle indépendance. Tout commence au lever du jour lorsque le décret présidentiel s'est signé. La rivière Sahel est officiellement fermée. Le geste est fulgurant, sans préavis, presque chirurgical. Ibrahim Traoré choisit la rupture immédiate plutôt que la négociation lente, estimant que chaque jour laissé aux entreprises étrangères consolidait leur emprise. À peine l'annonce diffusée, les lignes diplomatiques s'illuminent. Bruxelles exige une explication. Washington publie un avertissement. Les multinationales suspendent leurs opérations en Afrique de l'Ouest. Une question brûlante surgit aussitôt. Comment un pays peut-il affronter seul une rupture aussi massive? À ce moment, sur le terrain, l'effet domino se propage avec une vitesse étonnante. À Ouagadougou, les foules descendent dans les rues pour célébrer ce qu'elles considèrent comme un acte d'émancipation historique. Les drapeaux surgissent, les slogans résonnent, et pour la première fois depuis longtemps, la population se sent actrice de son destin. Les infrastructures hydrauliques deviennent des zones stratégiques, protégées par des unités mixtes composées d'ingénieurs, de soldats et de volontaires civils. Dans les chancelleries étrangères, l'incompréhension domine. Comment un pays réputé fragile, hostile, défiait un ordre économique vieux de plusieurs décennies? Les premières représailles tombent. Le Fonds monétaire international gèle un prêt de 400 millions de dollars destiné à la modernisation des réseaux hydriques. Des sanctions commerciales sont discutées. Les premières analyses occidentales évoquent un effondrement imminent. Mais le pays, contre toute attente, ne s'effondre pas. Des villages entiers réorganisent l'accès à l'eau en creusant des canaux manuels ou en réparant des pompes abandonnées depuis des années. Des coopératives rurales émergent spontanément pour prendre en charge les besoins locaux, preuve que la rupture provoque autant de fractures que de créativité. Là où l'on prédisait la paralysie, une énergie nouvelle circule. Par la suite, les premières semaines montrent une réalité contrastée. Les entreprises étrangères quittent le pays avec fracas, laissant derrière elles des infrastructures incomplètes. Les importations ralentissent, les prix montent. Mais en parallèle, les ingénieurs burkinabés parviennent à remettre en service 60% du réseau hydraulique sans aucune aide internationale. Ce n'est pas la prospérité, mais c'est la résilience. Brute, tangible, imprévue. Dans les villages du Sahel, la fermeture de la rivière devient un sujet de débat quotidien. Les anciens y voient un acte de courage. Les jeunes y voient un défi technique à relever. Les femmes, très impliquées dans la gestion quotidienne de l'eau, s'organisent en comités locaux pour en optimiser l'utilisation. La société entière se restructure autour d'un nouveau principe. L'eau n'est plus un service achetable, mais un bien à défendre. C'est dans cet état d'équilibre fragile, fait de tensions extérieures et de réorganisation intérieure, que le pays entre dans la phase la plus décisive, transformer un acte de rupture en modèle durable. La question soulevée au moment de la fermeture. Comment un pays peut-il affronter seul une rupture aussi massive trouve ses premiers éléments de réponse dès la publication de l'audit hydraulique national. Et c'est là que le baseline delta dévoile une transformation que personne n'avait anticipée. Un premier constat apparaît.
70% de l'eau pompée pendant des décennies servait exclusivement des entreprises étrangères. Ce pourcentage, longtemps ignoré, montre l'ampleur d'une dépendance qui réduisait l'autonomie du Burkina Faso à presque rien. Ce chiffre illustre un système déséquilibré contrôlé par des intérêts extérieurs. Un second constat se dessine. 1,2 milliards de dollars ont été perdus en 30 ans à cause de contrats hydrauliques inéquitables. Ces pertes, accumulées dans l'ombre, expliquent pourquoi les infrastructures nationales avaient stagné malgré des paiements réguliers. Cette somme révèle un détournement économique d'une ampleur critique. Un troisième constat se révèle: 80% des données climatiques et des relevés hydriques étaient centralisés dans une entreprise basée à Genève. Cela signifie que le Burkina Faso ne possédait ni les outils ni les codes permettant d'ajuster lui-même son propre débit hydraulique. Cette dépendance technologique empêchait toute planification souveraine. À partir de ce baseline accablant, le delta, c'est-à-dire les changements observés après la fermeture, devient le cœur de l'analyse. Un premier changement notable apparaît. En un mois, 300 millions de dollars ont cessé de quitter le pays. Cet argent, auparavant absorbé par des paiements techniques et des redevances contractuelles, demeure désormais dans les caisses nationales. Ce gain immédiat offre une marge de manœuvre financière inespérée. Un second changement important se manifeste. 60% du réseau hydraulique a été restauré par des ingénieurs locaux en moins de 8 semaines. Ces travaux, réalisés sans assistance étrangère, démontrent une compétence technique longtemps sous-estimée. Ce progrès rapide valide la capacité nationale à gérer sa transition. Un troisième changement décisif émerge: 42% d'autonomie hydrique ont été atteints en 3 mois grâce à l'activation de réseaux dormants. Ces infrastructures, pourtant négligées depuis des années, ont été réhabilitées avec une efficacité remarquable. Ce résultat témoigne d'une mobilisation collective impressionnante. Ce basculement du manque de contrôle total à une autonomie partielle mais réelle éclaire la logique stratégique d'Ibrahim Traoré. Plutôt qu'un geste impulsif, la fermeture apparaît comme une opération calculée pour renverser un rapport de force trop ancien. Les données montrent également un second élément majeur. Le pays ne s'est pas effondré, contrairement aux prédictions. Certes, des secteurs souffrent net. Certes, l'économie reste fragile. Mais les chiffres, racontent une histoire différente de celle attendue par ses détracteurs. L'ingénierie locale comble des vides, les communautés organisent leurs propres circuits d'irrigation et la dépendance technologique recule. L'enjeu devient alors plus large que l'OPER seul. C'est la souveraineté elle-même qui s'exprime à travers ces deltas mesurables. Et la question n'est plus: pourquoi Traoré a-t-il fermé la rivière? Mais jusqu'où peut aller le Burkina Faso maintenant qu'il commence à maîtriser ses propres chiffres? Deux lectures opposées se sont imposées dès les premières semaines suivant la fermeture de la rivière Sahel. La première, portée par de nombreux analystes internationaux, affirme que la décision d'Ibrahim Traoré risque d'entraîner le Burkina Faso vers une spirale économique difficile. Selon eux, la perte d'investissements étrangers, la suspension des prêts multilatéraux et la contraction des échanges commerciaux placent le pays dans une position vulnérable. La transition hydrique, ajoute-t-il, exige des technologies coûteuses que le pays ne pourrait pas acquérir sans appuis extérieurs. Cette vision considère que l'audace politique ne suffit pas à compenser les réalités économiques. La deuxième lecture est défendue par ceux qui voient dans cette rupture un tournant historique pour l'Afrique de l'Ouest. Pour eux, la fermeture représente un acte de souveraineté nécessaire, un recentrage du pouvoir entre les mains du peuple burkinabé. Le courage politique de Traoré, affirme-t-il,
pourrait inspirer d'autres nations à réviser leurs propres accords hydriques hérités de l'époque coloniale. Les premiers résultats, restauration rapide des réseaux locaux, économie financière substantielle, mobilisation des communautés, prouvent, selon eux, que le pays peut s'adapter et avancer. Ils défendent l'idée qu'une souveraineté assumée vaut mieux qu'une dépendance confortable. Entre ces deux positions, une analyse plus nuancée apparaît lorsque l'on observe les données révélées au cours des premiers mois. Les difficultés économiques sont réelles, mais elles ne s'accompagnent pas du chaos généralisé annoncé par certains experts. L'autonomie hydrique partielle, obtenue sans soutien extérieur, démontre une capacité d'adaptation sous-estimée. Les premières, les premières économies, quant à elles, offrent des marges de manœuvre qui n'existaient pas auparavant. Ces résultats permettent de répondre concrètement aux critiques. Bien que la décision comporte des risques, elle n'a pas plongé le pays dans l'effondrement prédit. Ainsi, la fermeture de la rivière Sahel n'est ni un triomphe immédiat ni une catastrophe annoncée. Elle constitue une transition difficile mais maîtrisable, où l'enjeu principal reste la capacité du pays à convertir la rupture en modèle durable. Tout bascule ici. Au milieu de la tourmente internationale, une révélation inattendue renforce la position d'Ibrahim Traoré. Les ingénieurs burkinabés parviennent à reconnecter plusieurs stations hydrauliques que l'on croyait dépendantes de logiciels étrangers. Cette avancée, obtenue grâce à des codes récupérés dans les archives nationales, démontre que le pays possède des ressources techniques longtemps sous-estimées. Dans Chouï, la restauration de ces stations ne résout pas tout, mais elle change radicalement la perception de la crise. Le narratif dominant, celui d'un Burkina Faso voué à l'effondrement, s'effrite progressivement. Des villages situés le long du Sahel commencent à recevoir de nouveau un débit contrôlé localement, preuve tangible d'une autonomie naissante. Dans les capitales occidentales, cette évolution crée un effet de surprise. L'idée que le pays puisse récupérer des infrastructures sans assistance extérieure oblige plusieurs institutions à revoir leurs projections alarmistes. Doé Goknin, on ne parle plus d'un effondrement certain, mais d'un scénario incertain où la résilience locale devient un facteur décisif. Pour le gouvernement burkinabé, cette avancée symbolise autre chose. Si un premier maillon peut être reconstruit, alors l'ensemble du système peut suivre. Et c'est là que le midpoint prend tout son sens. La crise n'est plus seulement une épreuve, mais une occasion de réécrire les règles du jeu. La fermeture de la rivière Sahel a façonné, en quelques mois, un paysage entièrement nouveau. Les répercussions se déploient sur 4 axes majeurs: institutions publiques, secteur privé, communauté locale et environnement régional, révélant l'ampleur des transformations initiées par Ibrahim Traoré. Dans ce contexte, au sein de l'administration, le choc initial a laissé place à une réorganisation méthodique. Les ministères de l'eau et de l'énergie ont dû réécrire l'intégralité de leurs protocoles, créer des cellules d'urgence et mobiliser des techniciens capables d'opérer sans assistance étrangère. Sang, la dépendance aux logiciels internationaux, autrefois totale, a reculé de façon notable. Les équipes ont réactivé des réseaux hydriques dormants, permettant au pays d'atteindre des niveaux d'autonomie encore inégalés. Cette métamorphose a renforcé la conviction que l'État pouvait s'affranchir durablement des anciennes tutelles. Dans ce contexte, les entreprises étrangères ont été les premières frappées par la rupture. Sans accès aux systèmes hydrauliques, elles ont suspendu leurs activités et évacué leur personnel technique. Dang Chui, là, s'est vidé a ouvert un espace inattendu pour les entrepreneurs locaux. Des startups ont émergé, développant des outils de gestion de l'eau open source et des solutions mécaniques adaptées aux réalités du terrain. Là où l'on craignait une paralysie totale,
L'innovation s'est au contraire accélérée. Plusieurs coopératives régionales ont commencé à financer des projets fiables et autonomes, stimulant un écosystème qui jusque-là ne disposait d'aucune marge de manœuvre. Dans ce contexte, dans les villages du Sahel, l'impact humain a été immédiat. Les habitants, confrontés à la perspective d'une pénurie durable, ont choisi la solidarité plutôt que l'attente. Des comités d'eau se sont formés spontanément pour organiser la distribution, réparer les pompes et creuser des canaux alternatifs. Douai Goknin, cette crise s'est transformée en un mouvement civique massif. Les jeunes réparent, les agriculteurs réinventent l'irrigation, les femmes structurent la logistique quotidienne. Cette mobilisation a créé un sentiment d'appartenance inédit, faisant de la gestion de l'eau un acte communautaire et non plus une prestation dépendante de l'extérieur. Dans ce contexte, au-delà des frontières, la décision de Traoré a déclenché des ondes de choc. Le Mali et le Niger ont vu émerger des mouvements exigeant la révision de leurs traités hydriques coloniaux. Ketiep, plusieurs capitales européennes ont exprimé leur inquiétude face à un possible effet de domino sahélien. Les analystes craignent que d'autres pays ne revendiquent à leur tour la gestion autonome de leurs ressources, menaçant les chaînes d'approvisionnement énergétique régionales. Pourtant, cette dynamique a aussi renforcé un sentiment de fierté africaine, redonnant aux États sahéliens l'espoir d'un modèle alternatif. Au final, la décision d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement modifié la gestion de l'eau, elle a reconfiguré l'équilibre social, économique et géopolitique d'un ensemble entier. La fermeture de la rivière Sahel est un pari risqué et dans les mois à venir, trois scénarios se dessinent clairement, chacun offrant une vision différente de l'avenir du Burkina Faso. Dans une première possibilité, dans ce scénario, la situation reste tendue mais sous contrôle. Le pays parvient à maintenir un équilibre précaire entre les sanctions internationales et l'autonomie hydrique croissante. Les ingénieurs locaux réussissent à maintenir les infrastructures restaurées à un niveau acceptable et les solutions de gestion de l'eau se diffusent dans les communautés rurales. L'impact économique reste modéré, mais le pays gagne en indépendance technique et en confiance nationale. Le scénario Bayes suggère que le Burkina Faso pourrait au mieux retrouver un taux de croissance économique d'environ 2 à 2,5% par an. Dans ce cadre, la clé du succès réside dans la capacité du gouvernement à renforcer l'autonomie locale et à maintenir des alliances régionales solides tout en gérant les pénuries d'eau de manière efficiente. La stratégie recommandée est une consolidation des progrès réalisés et une prudence dans les engagements internationaux. Dans une seconde perspective, ici, la rupture avec les anciennes structures mène à une transformation économique et politique. Le pays commence à se diversifier grâce à des investissements dans les technologies locales, la formation de nouveaux experts hydrauliques et la mise en place de réseaux de coopération régionale. Les exportations de ressources renouvelables, soutenues par une gestion locale de l'eau et de l'énergie, connaissent une croissance. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de souveraineté énergétique et hydrique pour l'Afrique de l'Ouest. L'économie se stabilise autour de 4 à 5% de croissance annuelle, portée par l'innovation interne et l'autosuffisance retrouvée. Le scénario optimistique appelle à une accélération des projets locaux en s'appuyant sur des partenariats avec des pays voisins, tout en développant des modèles régionaux de gestion partagée des ressources naturelles. Et dans l'hypothèse la plus défavorable, dans ce scénario, la crise géopolitique s'intensifie. Les sanctions économiques européennes et américaines plongent le Burkina Faso dans une récession sévère. Les pénuries alimentaires et les difficultés d'approvisionnement en biens de première nécessité créent un climat de mécontentement général.
Les infrastructures hydrauliques, bien que restaurées en partie, sont insuffisantes pour faire face aux besoins croissants. Le pays perd l'accès aux financements internationaux et la croissance économique chute sous les 1% par an. Le scénario worst suggère que pour éviter ce chemin, une réconciliation avec la communauté internationale devient indispensable. Le gouvernement devrait trouver des solutions créatives pour négocier des aides humanitaires et économiques tout en préservant ses gains de souveraineté. Au final, quel que soit le scénario qui se déploie, l'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à naviguer entre la souveraineté retrouvée et les réalités géopolitiques mondiales. Une prise de décision stratégique prudente et une gestion proactive des ressources seront cruciales. Pour beaucoup de Burkinabés, la fermeture de la rivière Sahel n'est pas seulement un événement politique. C'est une transformation intime qui redéfinit la manière dont chacun perçoit son rôle dans l'histoire. À Ouagadougou, comme dans les villages du Sahel, trois groupes vivent ce changement avec des attentes et des inquiétudes différentes, mais tous sont désormais engagés dans un mouvement collectif inédit. Groupe A: ceux qui ont longtemps vécu dans la résignation. Ils ont grandi sous l'ombre de contrats étrangers, convaincus que les ressources du pays ne leur appartiendraient jamais vraiment. Pour eux, la rupture initiée par le gouvernement représente une libération symbolique, mais aussi une source d'incertitude. Ils espèrent que cette souveraineté retrouvée ne restera pas un simple slogan, mais se traduira par des améliorations concrètes dans leur vie quotidienne. La transition leur apprend que la dignité exige parfois de traverser l'inconfort. Groupe B: ceux qui veulent participer activement. Artisans, étudiants, volontaires. Ils voient dans la crise hydrique une occasion de se rendre utiles. Les comités d'eau qu'ils forment deviennent des espaces où s'inventent des solutions locales. Ils ne se contentent pas d'attendre les décisions gouvernementales. Ils créent de nouveaux modèles de gestion adaptés à leur réalité. Leur engagement montre que la souveraineté n'est pas seulement affaire d'État, mais aussi d'initiative citoyenne. Groupe C: ceux qui s'interrogent sur l'avenir à long terme. Ceux-là observent les tensions régionales, les fluctuations économiques et les messages contradictoires des médias étrangers. Ils comprennent la valeur symbolique de la décision, mais redoutent ses répercussions prolongées. Pour eux, la clé se trouve dans l'équilibre: préserver l'indépendance hydrique sans sacrifier la stabilité sociale. Au cœur de ces émotions mêlées se dessine une certitude. La décision d'interrompre le cours de la rivière Sahel a réveillé une conscience nouvelle, où chaque citoyen se découvre partie prenante d'un défi dépassant sa propre vie. Alors que le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial après la fermeture de la rivière Sahel, plusieurs étapes essentielles se dessinent pour consolider sa souveraineté et garantir un avenir durable. Ces étapes doivent à la fois répondre aux défis immédiats et poser les bases d'une autonomie véritable à long terme. Beuk-on, consolidation de l'autonomie hydrique. La première priorité est de renforcer l'infrastructure locale. La réhabilitation des stations hydrauliques doit se poursuivre avec un focus particulier sur la formation de techniciens locaux capables de maintenir les systèmes sans assistance extérieure. Cette compétence locale est cruciale pour réduire la dépendance aux technologies étrangères et garantir une gestion pérenne des ressources en eau. De plus, la création d'un programme national d'hydrologie avec la formation de 300 techniciens d'ici fin 2026 permettra de renforcer cette autonomie. BUC 2: développement de solutions énergétiques locales. La transition énergétique doit être au cœur de cette reconquête. En parallèle à l'autonomie hydrique, le Burkina Faso doit investir dans des solutions énergétiques durables, comme l'énergie solaire, pour compléter la gestion des ressources naturelles. Le pays doit mobiliser ses jeunes ingénieurs et start-up pour concevoir des solutions adaptées aux réalités locales. BIOC 3: partenariats régionaux pour une gestion partagée des ressources.
Le Burkina Faso ne peut pas avancer seul dans ce chemin. Il est impératif de bâtir des alliances solides avec les pays voisins comme le Mali et le Niger, en particulier pour établir une gestion intégrée du bassin du Sahel. Un conseil du bassin du Sahel, regroupant des experts régionaux, pourrait faciliter un partage des données et des bonnes pratiques, tout en prévenant les tensions géopolitiques. BUC 4. Transparence et gouvernance participative. La dernière étape clé pour garantir le succès réside dans une gouvernance transparente. La mise en place d'une plateforme publique où les citoyens peuvent consulter les dépenses et les résultats des projets assurera une plus grande responsabilité du gouvernement et renforcera la confiance de la population. Une société civile bien impliquée sera la clé de la durabilité de ces réformes. À travers ces étapes, le Burkina Faso peut se redéfinir comme un modèle de résilience et de souveraineté pour l'Afrique, sans sacrifier son indépendance ni son avenir. Ibrahim Traoré, en fermant la rivière Sahel, n'a pas seulement pris une décision politique, il a ouvert un chapitre de l'histoire du Burkina Faso. Ce moment est désormais gravé dans la mémoire collective du pays comme celui où la souveraineté retrouvée a pris une forme tangible, mais aussi comme celui où un peuple a enfin pris le contrôle de son destin. Pour les Burkinabés, cette rupture symbolise plus qu'un simple acte de défi. C'est la résilience d'une nation qui, après des décennies de domination, s'est retrouvée face à elle-même. La fermeture de la rivière, loin de marquer une fin, a marqué le début d'une révolution silencieuse où chaque citoyen, du plus jeune au plus vieux, porte désormais la responsabilité d'un avenir qu'il façonne avec ses propres mains. Ce moment n'est pas seulement un acte de rupture, il est le ciment d'une nouvelle conscience collective. Le fleuve, autrefois source de dépendance, est devenu une métaphore de la liberté retrouvée. Le Burkina Faso, aujourd'hui, ne se contente pas de survivre, il réinvente son avenir. La décision d'Ibrahim Traoré de fermer la rivière Sahel n'est que le début d'une transformation majeure pour le Burkina Faso. Ce geste audacieux, plein de risques et de promesses, a résonné bien au-delà des frontières du pays. L'histoire du Sahel, un fleuve désormais devenu symbole de souveraineté, n'est plus seulement une question d'eau, mais une question de dignité retrouvée. À l'heure où les défis s'intensifient et où l'avenir demeure incertain, une question se pose pour chaque citoyen burkinabé. Comment participer à cette révolution silencieuse? L'avenir de la nation n'est plus entre les mains de quelques leaders politiques ou experts étrangers. Il est entre les mains de chaque personne qui comprend que l'indépendance ne se gagne pas dans l'abdication, mais dans l'action collective. C'est à vous, le citoyen de demain, de décider du rôle que vous jouerez dans ce renouveau. Serez-vous un spectateur ou un acteur du changement? La souveraineté, comme l'histoire, ne se construit jamais seule. Elle commence par un acte, mais elle se perpétue par des choix quotidiens.